bonjour. Allez. Sur les sacs à main. Ah ouais, ouais, Moi, ouais. je fais que les sacs. Alors que les sacs, ok. Pourquoi faire un documentaire sur le sac à main? Parce que cet accessoire parle de nous, de vous, de moi, d'elle, de lui. J'adore les sacs. Je le nettoie un petit peu. Le sac révèle nos goûts, Pourquoi Aussi. ce bleu? Comment on le Je définit? sais pas, turquoise. notre intimité. J'entretiens un rapport très curieux. Il y a toute ma vie dedans. Il y a tout. Je suis allée à la rencontre de femmes qui m'ont ouvert leur sac. Je l'adore. Toutes m'ont dévoilé ce qu'ils cachent. Aïe. Une écharpe, Carte d'identité. 2 porte-monnaies au cas où je gagnerais à l'euro million. J'ai honte de te montrer ce qu'il y a dans mon sac. Il y a des petites pierres porte-bonheur aussi. Rien de superflu. Rien de superflu, que du nécessaire, du fondamental, du crucial pour comprendre le sac depuis sa naissance à nos jours. I Love My Bags, c'est des sacs qui défilent, des sacs sous toutes les coutures. I think I have more than 200. What? Yes. Ta-da! Take a look. Oh, no, no, this way. I this Love way. My Bags, c'est 52 minutes d'achat compulsif. C'est une pochette. It's a purple color. I've never seen this color in Chanel. I Love My Bags, c'est des folles de sacs et des sacs fous si précieux qu'il faut enfiler des gants blancs pour les manipuler. It's a beautiful piece and they're actually rare. Vous allez apprendre qu'il y a 1000 façons de porter un sac, Tout le monde sait, à Beyrouth, je marche avec 2 ou 3 sacs. et ce, dès le plus jeune âge. Celui-là, tu le portes toi là-bas. Comme ça. Tu peux avoir un là et un au bras. Vous allez faire le tour des marques qui les rendent dingues. Un sac pas connu, ça t'intéresse ou pas? Vous verrez des connaisseuses, C'est un C by Chloé. Donc c'est Chloé, mais pas. C'est-à-dire que c'est une personne qui travaille pour Chloé. des collectionneuses, des amoureuses, I love the color. I like the chain. And actually, I'm in love with Ellie. It's the Joyce bag from Loewe in a beautiful olive green. Je peux comprendre qu'une femme peut être complètement hystérique sur un sac. des femmes pragmatiques To be able to carry my belongings. et des femmes qui se livrent. J'ai appris, il n'y a pas très longtemps, à vider mon sac. Je commence ce documentaire par une première histoire d'amour entre une femme et son sac. À l'heure du café, je retrouve Julie. Je vais travailler, tout simplement. Julie va me raconter sa première expérience. Mon nouveau sac Balenciaga. Je me sers énormément de cette pochette, comme tu peux le voir. Son premier craquage. Vu que j'ai envie qu'il dure au prix où il a coûté. Les sacs, c'est comme les hommes, il y a toujours une première fois. Un café allongé, ouais, s'il vous plaît. Parle-moi un peu de ce sac. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Je sais même pas comment il s'appelle. C'est vrai qu'on donne des noms au sac. Alors, je sais pas, le sac Barbès. Là, c'est vraiment mon premier sac que je me suis acheté. Et je suis allée au printemps et j'ai fait un 10 fois sans frais. J'ai toujours l'impression de ne rien acheter quand je fais un déploiement plusieurs fois. J'adore. Mais voilà, je fais péter un Balenciaga 10 fois sans frais. Bim, boum. Je l'ai payé 1295. Parce que le petit faisait 1195. Franchement, il n'y a pas un seul instant où je regrette, où je me dis oh là là, putain, mais la connerie, parce que j'ai pu faire des conneries. Je suis hyper heureuse de l'avoir, il est pratique, il va avec tout. Tu l'as dit à ta mère? Non, je ne l'ai pas encore dit à ma mère. Je ne l'ai pas dit à ma mère, non. Mais écoute, je suis une grande fille, je m'assume depuis un longtemps, donc... Mais comment en est-on arrivé à faire des crédits à la consommation pour se payer un sac en 10 fois? C'est parti, je remonte le temps jusqu'à l'Égypte ancienne pour refaire son histoire, quand le sac était une simple bourse en peau de chèvre où les esclaves rangeaient leurs outils. Le sac restera longtemps un objet pratique pour les petites gens qui se tuent au travail. Parce que se balader les mains vides attestait que vous étiez un aristocrate. C'est au XVIe siècle qu'un petit sac fait son entrée dans la noblesse. Excusez-moi. L'auteure Elisabeth Azoulay est à l'initiative de la première rétrospective du sac. Elle m'explique l'évolution de notre accessoire préféré. Avant de dire sac à main, je propose qu'on prenne un autre mot qui est le sac personnel. Au départ, il ne se portait pas du tout à la main. Il s'accroche le plus souvent à la ceinture. Les membres de l'élite, l'aristocratie, la grande bourgeoisie, a préféré porter elle-même
Ces objets personnels, un courrier, une lettre d'amour, une lettre d'intrigue politique, plutôt que de les faire porter à un domestique, à un secrétaire. Ce petit sac personnel, il est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Alors on ne parle pas de cuir à ce moment-là. Les sacs précieux de cette époque sont en textile, richement brodés. Je fais un bond dans le temps, nous voilà au début du 19e. Et avec la mode empire, c'est ça le virage. Tout à coup, la taille est marquée sous la poitrine. Les tissus sont quasi transparents, très très fins. Les femmes se sont mises à porter des tout petits sacs à la main. Ça s'appelait des réticules et c'est le début du sac à main. Ce n'était pas identifié à l'époque comme l'objet, l'accessoire à montrer. Parce que les femmes avaient beaucoup d'accessoires. Entre le chapeau, les gants, l'ombrelle, les manchons, le nombre de colifichets portés par une femme élégante du monde, riche, c'était énorme. À la fin du 19e siècle, le poids des crinolines et des focus s'allège. Cela permet aux Parisiennes de flâner en ville et dans les grands magasins. Elles vont découvrir ce qu'on appelle aujourd'hui le prêt-à-porter et ses accessoires. Il y a une grande machine à nettoyer la silhouette de la femme de tous ses colifichets à partir du début du XXe siècle. Cette machine, c'est Coco Chanel, une féministe avant l'heure. Elle va piocher dans le vestiaire masculin pour débarrasser la mode de ses carcans. Fini les corsets, fini les fanfreluches qui pèsent des tonnes. Qu'est-ce qui reste dans l'accessoire féminin? Chanel est passé par là et a imposé la petite robe noire. Il reste les chaussures et les sacs. À la même époque, Georges Vuitton, le fils du célèbre maltier de voyage, flaire les besoins de ces nouvelles femmes aux jupes raccourcies. Georges va utiliser le savoir-faire familial du cuir et il va fabriquer des sacs à main pour les femmes de ses clients voyageurs. Voilà comment, en 1915, il fait évoluer la malle vers le sac à main tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les hommes sont au front, les femmes, elles, assurent l'intendance. Pantalons et blouses de travail seront leur seul attribut jusqu'à la Libération. Après des années difficiles, elles ont besoin de s'occuper d'elles. Elles dévorent les magazines de mode, consomment vernis à ongles et rouge à lèvres. Les femmes veulent du glamour hollywoodien en couleur et des sacs à main. Tout particulièrement un, le 255 de Coco Chanel, nom donné en référence à sa date de création, le 2 février 1955. Porté par Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, Catherine Deneuve et Romy Schneider, le sac matelassé incarne le tout premier objet de désir. Voilà comment, en quelques siècles, le sac à main est devenu le symbole de la féminité. Petite parenthèse dans la grande histoire pour vous présenter Fanny. D'ailleurs, rose shocking, cheveux crantés. Peut-être enlever mes boucles, non, ça va? Elle sort tout droit d'un épisode de la série Mad Men. Oui, j'ai un palmier dans mon séjour. Sa collection de sacs est une ode aux années 50 et 60. Avec une préférence pour l'esthétique des icônes comme Marilyn Monroe, Rita Hayworth. Il y a toutes les peaux, toutes mes petites pochettes. Ici, les sacs que j'aime bien, il y a beaucoup de sacs roses, c'est drôle. Se plonger dans sa bibliothèque rose, c'est apprendre d'où vient le terme boîte de nuit. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il était temps après des années de clubbing. Je voulais vous montrer une boîte de nuit qui a été produite dans les années 60. Un petit sac à main ravissant. En revanche, pour le soir, vous ne gardez que la pochette. Il y avait une lumière qui s'allumait à l'intérieur et il est écrit « boîte de nuit ». Vous avez ici le petit rouge à lèvres, vous avez le poudrier et là un étui à cigarette. Alors moi, je ne fume pas, mais je voulais essayer de rentrer ma carte bancaire à l'intérieur pour pouvoir sortir avec, mais je devais la couper. Et il paraît que c'est interdit de couper sa carte bancaire. Fanny écoute les sacs parler. Je suis convaincue que si on se penchait un petit peu et qu'on écoutait vraiment, les objets nous chuchoteraient leur histoire. Alors là, j'ai un sac qui a une petite histoire, par exemple. Je l'ai acheté à New York. Alors là, cette dame m'a vendu ce sac qui est en plaqué or. Alors elle m'a dit qu'elle l'avait porté à un mariage à Philadelphie en 1968. Et à l'intérieur, vous avez le petit miroir. Et vous avez, et ça c'est le comble du chic, et je crois que c'est pour ça que je l'ai acheté, vous avez le petit peigne. Vous voyez la femme se rendre à ce mariage à Philadelphie en 1968, et puis qui se repeigne dans la voiture. Jazz, c'est un Scottish Fold qui a 2 ans. Et puis un sac, c'est aussi quelque chose de très secret, où on cache des choses. C'est Coco Chanel qui, dans le 255, avait
inventé ce zip un petit peu secret pour cacher les lettres de ses amants. Et je pense qu'il y a un peu de ça, en fait, dans un sac. En bonne experte du vintage, Fanny possède des pièces des années 70, 80 et même 90. J'en profite pour m'arrêter sur cette décennie. Des années 90, vous vous souvenez du grunge, des baggy et du sac US. Le fameux. Jérôme Dreyfus a gardé le sien. Ça, c'est mon sac US de quand j'avais 14 ans. Il est toujours avec moi au bureau. Mais on mettait pas grand-chose à l'époque là-dedans quand même. Je mettais mes cahiers. J'avais des petits cahiers, ma trousse. Puis comme j'allais pas toujours en cours, j'avais pas besoin de beaucoup de cahiers. C'est quoi ce petit truc rose? C'était un truc que mon amoureuse Coralie m'avait offert. Je l'avais cousu sur mon sac. Ça coûtait 10 francs dans les surplus militaires. Voilà. Et ça, c'était la grande classe d'avoir un sac US. Justement, c'est à cette époque, où on parlait encore en francs, qu'émerge le phénomène hit bag. Fin des années 90, les groupes de luxe se livrent une guerre du logo pour se démarquer. C'est à celui qui fera le plus gros, le plus voyant, le plus brillant. En parallèle de ces années bling-bling, stars et starlettes de télé-réalité adorent s'exhiber avec leurs sacs. Ce cocktail un peu trash fait vendre. Les femmes s'arrachent chaque saison le nouveau sac vu sur les people. Voilà comment les hit bags vont devenir aussi célèbres, si ce n'est plus que celles qui les portent. Marie Chauveau, directrice d'une agence de communication, revient sur ces années logo. Karl, fin des années 90, est assez fin pour comprendre que la mode n'est plus au centre des envies, mais que c'est le sac. Il a beau ne pas tellement l'aimer, ce sac matelassé, il décide de réenchanter ce sac. Il crée un véritable département créatif, communicant, avec Karl faisant des campagnes. Et on décide vraiment de se centrer sur ce sac et de le rendre l'objet du désir par excellence. Je ne sais pas comment j'ai eu l'idée, mais je ne sais pas comment. Tout le monde rêve d'avoir un sac Chanel. Depuis 2009, les femmes veulent aussi un Céline. La mode est versatile, elle déteste ce qu'elle aimait et elle aime ce qu'elle détestait. Les années logo vont donc connaître leur fin avec l'arrivée d'une femme à la tête de la maison Céline. L'anglaise Phoebe Philo va rompre avec le bling en imposant un nouveau classicisme. Elle ouvre l'ère du no-logo. Céline, elle incarne tout d'un coup, d'abord c'est une femme, il y a très peu de femmes finalement dans la mode, et elle impose ce qu'elle aime, c'est un nouveau style, et c'est de nouveau, on pourrait rejoindre le début des années 90 à la Jil Sander, c'est-à-dire des silhouettes extrêmement épurées. Et elle crée à côté des nouveaux sacs avec des matières magnifiques et surtout des fermoirs. Elle a bien compris, au-delà du logo, de la logotisation, qu'un fermoir, ça signe. Et elle a vraiment des fermoirs qui sont absolument reconnaissables et très signifiants. En pleine crise économique, elle comprend que les femmes veulent des sacs qui durent, qui passent les modes et les saisons. La nouvelle formule marche, les clientes accros achètent sans compter. Et moi, la première. Les campagnes publicitaires vont aussi avoir un impact sur le statut du sac. Le sac passe de hit bag à objet sacré. Ce qui est intéressant dans les campagnes Céline, avec un focus sur le sac unique, posé sur du béton, comme dans une galerie d'art, c'est qu'on n'a plus besoin d'égérie. C'est que le mannequin star n'a plus besoin d'être présent pour vendre le sac. Il se justifie à lui tout seul. C'est vraiment une nouvelle époque. Dans le hall d'un hôtel, je rencontre Claire. Adolescente, elle rêvait d'un Chanel. Aujourd'hui, elle les collectionne comme d'autres collectionnent les boules à neige. J'ai 19 sacs Chanel et il faut que je passe la barre des 20. Je préfère les chiffres ronds. Tous mes sacs sont exposés, je les admire. Mon bureau est dans ma garde-robe. Quand je travaille, mes sacs sont autour de moi. Oui, je suis folle. Femme à sac. Et mon deuxième prénom, c'est Chanel. C'était écrit. Ma mère voulait m'appeler Paris Chanel, mais mon père a refusé. C'est pas plus mal. Quand mes amis allaient à Ibiza ou à Marbella, je n'y allais jamais. Étudiante, je n'avais pas beaucoup d'argent et je préférais le dépenser dans un nouveau sac. Le premier que j'ai acheté, c'était il y a 8 ans et c'était le 255 avec des fermoirs dorés, couleur noir caviar. Ça, c'était mon premier. Puis je me suis dit, j'ai une tonne de Chanel noir, maintenant j'ai besoin d'un beige, puis d'un rouge, puis d'une autre couleur. Du coup, j'ai acheté toutes les couleurs.
J'aimais les classiques au début et le boy est arrivé. Alors là, je l'ai adoré. Maintenant, c'est devenu un classique, je l'adore, mais ils ont aussi des collections limitées à chaque saison que personne n'a. J'adore dénicher ces pièces. J'en ai vu un tout à l'heure en venant d'ailleurs. Quand ils sont vraiment particuliers, je me dis, il faut que je l'achète, il sera plus là demain. Non, je l'ai fait mettre de côté. Ce qui est une grosse erreur. J'habite juste en face de la boutique Chanel. Bon, je pense que j'irai demain. Le sac évolue avec son temps. Les réseaux sociaux ont fait de lui la star du net. L'application Instagram a radicalement bouleversé notre rapport aux accessoires. Vous voyez ces personnes, dans le milieu, on les appelle des influenceurs. Leurs photos influencent leurs followers jusqu'à l'acte d'achat du sac. Ces personnes, plutôt jeunes, ultra connectées, adorent se mettre en scène avec leurs accessoires. Bag from J.W. Anderson. What is it so special about it? The color. Devant un défilé, je rencontre un street styler, c'est-à-dire un photographe qui prend ses filles très influentes en photo. Instagram et les réseaux sociaux offrent une nouvelle visibilité pour les marques. Elles créent plus de désir pour des accessoires. Les sacs pratiques, on s'en moque. Ce qu'on veut, c'est des sacs fun. Cette folie du poste quotidien a boosté la production de sacs. Les marques redoublent de créativité pour satisfaire cette génération avide de couleurs et d'originalité. Les sacs sont si petits que ça devient des sautoirs. Il y a des sacs en forme de pouf, il y a des sacs cabas façon Barbès, des sacs comme des couettes sous vide, des sacs qu'on porte au bout d'un anneau en or, des sacs seaux comme des vrais seaux, des sacs avec des logos et des sacs sans logo. Vous avez mis quoi dans votre sac aujourd'hui? Le strict minimum. Et c'est quoi? Il vient d'où? Merci Catherine. Nicolas Gesquière, directeur artistique de Louis Vuitton, a bien compris les nouveaux enjeux du digital. Je dessine les sacs avec l'équipe et je prends beaucoup de plaisir à le faire parce que c'est passionnant de le faire chez Vuitton. Et en même temps, en fait, c'est une extension de la silhouette pour moi. Le sac, il fait partie de cette silhouette. Donc j'ai plus de mal à ne pas en mettre sur les looks qu'à en mettre, en fait, finalement. Il miniaturise chaque saison la mal inventée il y a des siècles, dans une esthétique fun et colorée qui s'avère très photogénique sur les réseaux. What's great about it is you need a little key to get in it. You can put some secret treasures inside. Oui, la petite malle, en fait, c'est un objet que j'ai dessiné ma première saison. C'est aussi l'icône de Louis Vuitton. Alors, je la miniaturise, en fait. C'est ça qui est assez intéressant. Je miniaturise. Ça devient plus technologique, dans un sens. Oui. Sur ce défilé, ce que j'ai adoré, c'est les coques de téléphone façon petite malle. La coque de téléphone, l'objet qui pourrait un jour, qui sait remplacer le sac. Je vois toutes mes amies et toutes les femmes aujourd'hui, tout le monde sort avec évidemment son portable, avec voilà, les fils, tout ça. Et je trouvais intéressant tout à coup d'en faire un objet spécial. Karl Lagerfeld va encore plus loin pour satisfaire ses influenceurs. Il imagine à chaque défilé un décor pour qu'ils se prennent en photo dans un monde Chanel, avec leur Chanel, record de likes assuré. Les plus fanatiques des invités viennent au défilé avec leurs sacs des précédentes collections. Petit tour des plus waouh. Ah bah, le mien, il est là. Voilà. Comment il s'appelle? C'est la perle. C'est la perle de Chanel. Il y a aussi le sac cintre et le sac jerrycan d'essence. Collection Paris Dubai. My favorite one. Le sac robot et le sac à message publicitaire évolutif. Ah oui, parce qu'il faut bien mettre les choses quelque part. Ça n'empêche pas qu'une femme ait besoin de ranger son téléphone, son poudrier, sa carte de crédit. You cannot put it all in the pocket. Je ne sais même plus quelle langue je parle.
Fin de journée, à la tombée de la nuit, je monte dans un taxi. Et là, ongle rouge sur volant noir. C'est Sally. Hier, j'avais du vert, c'est joli aussi. Ah oui, oui, j'aime bien les couleurs. Bon, bien sûr, c'est pas comme l'été où on met du fuchsia, du jaune, du vert qui flash. Bon, là, c'est l'hiver. On essaie de s'habiller sobre, vous voyez. Je profite du premier feu rouge pour débriefer son style. Mais écoutez, ce que je porte aujourd'hui, c'est un peu du classique. Classique comme d'habitude, d'être à peu près correct pour travailler. Voilà, c'est un peu dans un style Chanel, là. Oui, c'est un style Chanel, oui. Les noirs et blancs, pour moi, c'est top. C'est classe. Voilà, donc j'ai essayé de concorder à peu près, voilà. Et moi, je suis très accessoire, très maquillage, enfin très coquette en général. Bah ouais. Voilà. Pour moi, une femme doit s'entretenir, une femme doit... le minimum. Naturellement que j'ai mon parfum, l'incontournable. Toujours, toujours. Si, admettons, j'ai une pochette, j'ai des petits échantillons de soirée. Qu'on ait un mari, qu'on ait un homme à côté ou pas, pour soi-même, on doit avoir le minimum. Quel âge vous avez eu votre premier sac? J'avais quel âge? J'avais peut-être 19 ans. Ah oui, 19 ans, oui. Je venais d'arriver en France, bien sûr, j'ai économisé, mettre un peu de côté pour pouvoir acheter mon premier sac. C'est quoi votre budget de sac en général? Oh, mon budget de sac, ça dépend. Je ne dépasse pas les 50-65 euros. Voilà. Vous en avez combien? Peut-être une vingtaine. J'aurais pu regrouper pour acheter un vrai, mais bon, voilà. C'est toujours des fois quand on met du vert, on veut avoir un petit sac assorti, du noir et vert. Bon, du rose, on veut toujours avoir un petit sac assorti. Après, au fur et à mesure, on essaie de suivre un peu la mode. On essaye. Suivre la mode, c'est pas la mode, hein. Super chic, c'est pas forcément le luxe qui fait la mode, hein. Qui fait le style. Non, voilà. Est-ce que c'est un sac que vous aimeriez acheter, le Chanel? Ah oui, si les moyens me permettent, oui. Ah oui. C'est cher? C'est très cher pour moi, oui. Ouais. Pour l'instant, c'est très cher pour moi. Peut-être que j'ai gagné au loto, j'irai l'acheter tout de suite. Ben voilà, c'est vrai. Inès de la Fressange, incarnation ultime de la Parisienne, va m'éclairer sur notre rapport, pour ne pas dire notre dépendance au sac à main. Le sac, c'est une drogue. Hein. D'abord, on n'imagine pas sortir sans un sac. Et puis, il y a perpétuellement un sac dont on a envie, qu'on a repéré, qu'on a vu. On le repère tout d'un coup, puis après, on le revoit une autre fois. Et après, on en meurt d'envie. Et puis après, on hésite. Et puis tout d'un coup, pof, on craque. Hein. Et on est fou de joie pendant un petit moment, relativement court. Hein. Parce que c'est vraiment un peu l'effet d'une drogue. C'est comme du sucre, quoi. Le sucre rend accro, et les sacs aussi, si ce n'est plus. Cette dépendance peut mener loin, en banlieue, à 45 minutes de Paris, quand on chope la bonne correspondance. Pauline a 25 ans, elle vient de finir ses études, cherche un boulot et des bons plans pour assouvir son addiction. Du coup, pour acheter mes sacs, j'aime bien aller à la Vallée Village. C'est un centre outlet près de Disneyland. Et en fait, on trouve toutes les anciennes collections à moitié prix. En période de solde, c'est encore mieux parce qu'il y a des prix sur les prix. Ils sont trop mignons! C'est celui-là que je veux. Celui-là aussi, il est très beau, ce rouge-là. Il est trop mignon, j'adore la couleur. Bonjour, j'ai une petite question. La petite gommette qu'il y a sur les étiquettes, c'est pourquoi? En gros, c'est parce qu'en fait, actuellement, il y a des offres dans le village. Vous pouvez avoir des remises de 10%. Ils ne sont pas valables sur ce modèle-là. D'accord, sur ceux qui ont les petites gommettes. Exactement. D'accord, ok. Merci. Je vous en prie. Combien? 159. Je vais faire une photo, je vais l'envoyer à mon amoureux et lui demander ce qu'il en pense. Ah, il m'a répondu. Il m'a répondu trop cher. Je vais lui répondre que j'ai envie de craquer. Tu peux pas en vendre un? Bah oui, chez moi, il faudrait vraiment que je fasse le tri et que j'en vende certains parce que y en a qui me plaisent plus et c'est vrai que celui-là, il est tout petit, mais j'ai envie de l'emmener avec moi. Mais les hommes ne peuvent absolument pas comprendre pourquoi on a besoin de plusieurs sacs et pourquoi un vous paraît essentiel et totalement désirable. L'achat d'un sac à main ne part pas d'une chose raisonnable. Les femmes achètent un sac à main parce qu'elles en ont besoin, parce qu'elles en ont envie. Et donc c'est très différent. Alors peut-être on peut dire, oui, si j'ai besoin d'un truc, c'est pas vrai.
Et parce que si on avait vraiment besoin de quelque chose, on achèterait un sac à dos en vinyle avec des roulettes et un truc pour le tirer. Il n'y a rien de plus pratique. Hein. C'est pas lourd, on peut mettre des tonnes de choses dedans, c'est solide, ça se lave. Alors, mais on a besoin de choses pas raisonnables dans la vie. Et on a besoin de frivolité, on a besoin de luxe. Et puis certaines choses sont vraiment des objets magnifiques. Hein. Justement Inès, pour voir ces objets magnifiques, je traverse la Manche, direction la campagne anglaise, où broutent paisiblement les moutons. La marque Mulberry, qui tient son nom de ce petit arbre à baies, est installée dans le Somerset depuis 1971. Là, béate, j'assiste à la naissance de ce qui s'annonce déjà comme la révélation. Ses mains tatouées, manucurées, confectionnent des sacs qui vont rendre les femmes complètement toxicos, et moi la première. Mulberry est aussi une marque de prêt-à-porter. Je grimpe dans la voiture de Tiffen qui se rend au défilé londonien. Oh yeah, it's really bad, the traffic. It's the fashion show. C'est très rare d'avoir une brand qui continue à faire des choses en Angleterre, qui emploie des gens en Angleterre, qui ont des usines en Angleterre. C'est très rare. Ça a été décimé dans les années 80-90, l'industrie de la mode. Au départ, c'était assez classique. Ils ont relancé il y a quelques années et c'est redevenu une marque intéressante. La marque anglaise vient de débaucher le designer français Johnny Coca. C'est lui qui a dessiné pendant 7 ans les sacs Céline, autant dire les plus gros cartons de ces dernières années. Le monde du sac, c'est un peu comme le football. Les marques veulent les meilleurs buteurs et là, ils ont misé sur le bon joueur. Johnny, qui n'avait jamais dessiné de mode, imagine un prêt-à-porter somptueux et les sacs qui vont avec. Pour moi, la création, c'est quelque chose d'émotionnel. Vous y pensez tout le temps, du matin au soir. Je réfléchis tout le temps sous ma douche à ce que j'ai envie de créer et d'amener comme construction, comme produit, comme couleur, comme détail. Les vêtements et les sacs sont au rendez-vous. Johnny Coca, c'est le David Beckham de la mode. Quand il arrive dans une équipe, elle est classée #1. Et en moins de 2 collections, il a complètement relooké la marque, démultiplié le nombre de modèles et s'apprête à arriver en tête des ventes. Je ne vais pas jouer sur un sac qui est le sac de la saison, le mettre de manière transversale sur tous les looks. Un sac est relié à une silhouette et à une attitude. Donc finalement, j'ai du mal à mettre le même sac sur toutes les femmes. Le sac était classique, je me suis juste dit, on va le twister, on va juste jouer parce que j'adore le côté biker et j'adore le côté studs aussi, parce que ça fait partie de la culture anglaise. Là, vous avez le même produit, mais qui est beaucoup plus simple, mais qui travaille dans la couleur et dans la construction. En fait, c'est des anciennes CEO que j'ai retrouvées dans les archives Mulberry. Ces petites chaînes de gourmettes, de bijoux, parce que j'adore les bijoux. J'adore récupérer les anciennes chaînes en argent dans les marchés, dans les puces. Et en fin de compte, je les retravaille. Je pense que les maisons qui arrivent à travailler sur des produits intemporels, c'est des maisons qui amènent une vision beaucoup plus large. La même chose sur les voitures. Finalement, quand vous regardez certaines voitures comme la Mini qui a été retravaillée, qui a été modernisée, finalement, la création du produit déjà à l'origine était juste. Et ensuite, il faut juste le réadapter, le retravailler. Donc là, c'est le classique Bayswater de la maison. En fin de compte, que j'ai retravaillé en simplifiant la serrure. J'ai retiré le lining, l'intérieur est entièrement non doublé et tout baqué en Suède. Et là, c'est une dernière version que j'ai faite avec le strap, parce que je me suis dit quand même, le strap est quand même assez facile à porter au quotidien. Donc là, l'idée, c'était de retravailler sur le Piccadilly. C'est un sac qui a été lancé dans les années 1981 ou 82, qui était un sac de voyage pour hommes. Ah, ça, c'est vous? Vous avez mis quoi dedans? J'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de pochettes. Là, j'ai 4 pochettes. Et chaque pochette est organisée. J'ai mon sac où je mets toutes mes petites affaires, j'ai ma trousse pharmacie. On a encore une dernière. Non, non. Ça, c'est pour mettre les chargeurs. Puis le parfum. Voilà, j'ai tout. Voilà avec quoi je me promène. On a l'impression que c'est révélateur de nous, on a l'impression que ça va nous changer le look. On a l'impression que ce qu'il y a dedans révèle une partie de ce qu'on est et encore plus de ce qu'est notre vie.
C'est-à-dire que si tout est un peu propre, soigné et tout, on se dit tiens, tout va bien dans ma vie. Puis si tout d'un coup il y a des tickets de cartes bleues qui s'amoncellent, des vieux chewing-gums qui sont échappés du paquet, des pièces de monnaie qui sont sorties du porte-monnaie et tout, alors on se dit voilà, ça va très très mal en ce moment, je suis en méga stress. Et on ne devrait pas parce qu'on n'est pas des sacs à main. Je file maintenant dans le bureau de style de la marque Sandro pour voir comment on imagine et prépare la naissance d'une collection de sacs. Ah oui, ça j'aime bien. Si nous ne sommes pas des sacs à main, les créateurs les bichonnent comme leurs propres enfants. Le sac, c'est le dernier né. Et tout le monde sait que les derniers nés sont capricieux. C'est vrai, et c'est les chouchous. Et c'est les chouchous. Et ouais, ça c'est vrai que c'est le chouchou en ce moment. Bah voilà, vous êtes là. Hein. Evelyne Chetrit a révolutionné le prêt-à-porter en inventant une mode dite de luxe accessible. Elle propose chaque saison des collections en phase avec les tendances actuelles. Ça c'est bon. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour lancer une collection de sacs? C'est un nouveau challenge que je ne sentais pas de faire avant, parce qu'il y avait beaucoup de travail dans le prêt-à-porter. Aujourd'hui, je trouve que la marque elle a la maturité de proposer à la femme le complément qui est indispensable. J'ai senti aujourd'hui que c'était plus un complément, c'était un indispensable. Il y a deux pochettes, c'est confortable, on peut mettre beaucoup de choses. Très franchement, ça serait mentir que de parler de patrimonial chez nous. On n'est vraiment pas dans cette recherche. On est une maison de mode qui regardons beaucoup les femmes. C'est le kaki qu'on a fait sur le boni cet hiver, celui-là. On veut rester dans notre temps, on veut faire des propositions qui donnent envie, qui font rêver, qui plaisent, qui rendent jolies. Est-ce qu'il faut être une grande consommatrice de sacs pour savoir imaginer des sacs? C'est une bonne question. Je me suis posé cette question parce que je ne suis pas une grande consommatrice de sacs. Je suis une consommatrice de chaussures. Donc, pour moi, c'est facile de faire des chaussures. Et je me suis posé la question, mais je ne pense pas. On ne fait jamais de mari pour couper du noir. Hein. Ouais. Comment on peut vous analyser à travers votre sac? Mon sac ne va jamais être un sac qui se porte au bras, sans bouger, même si j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes qui arrivent à porter le sac comme si c'était un bijou. J'essaie qu'il ne soit pas lourd. Quand je vois que mon sac devient lourd, c'est que je dois en avoir un peu trop sur le dos. Donc je fais le ménage vite et tout d'un coup ma tête s'allège. J'ai appris, il n'y a pas très longtemps, à vider mon sac. Le sac des femmes fait l'objet de nombreuses études. Psychanalystes et autres sociologues s'accordent à dire qu'il est une extension de nous. Certains y voient une métaphore de l'utérus. Vadim, tu te dépêches. Non. Je compte jusqu'à 1, 2... Cela expliquerait pourquoi les hommes ne s'en encombrent pas. Ok, par contre, il va falloir t'enlever la couche de la sieste. Bon, tant pis. Et tiens, prends de l'eau. Alice a bientôt 40 ans, un enfant et 2 sacs Céline. Bon, bah bonne balade. Si le contenu dévoile notre intimité, l'extérieur du sac, ce qui donne à être vu, est lui porteur d'un message. Ah, c'est calme! Ah ouais. Alors, voici mon bureau où je range mes affaires, mes sacs, mes très beaux sacs Céline. Non, mais en fait, j'ai pas le temps la semaine, donc je le pose très vite. Voilà, il y a un œuf qui s'est écrasé dedans parce que je fais mes courses. Je sais pas si tu vois. Ah, c'est joli ce qu'il y a dedans. Voilà, irrécupérable. Par contre, ça n'a pas traversé, donc j'étais contente. Voilà, ça va. Je l'avais repéré sur Vide Dressing et personne ne l'a acheté. Elle le vendait 900 €, je lui ai proposé 400. Et elle m'a dit ok pour 450. J'ai fait youpi, mon sac Céline à 450. J'aurais jamais mis autant d'argent il y a moins de 6 ans dans un sac. Un beau sac, tu peux t'habiller n'importe comment, mais t'as un beau sac. Mais en fait, tu te sens bien du coup. Là par exemple, c'est canon. Bleu, rouge, bleu, rouge. Et voilà, j'ai 4-5 kilos que j'ai pas perdu de ma grossesse. Donc peut-être c'est lié, ouais. Je vais te montrer mon sac en ce moment. Il est sous le linge sale. Voilà. Non, c'est pas le linge sale, c'est mon linge propre.
C'est mignon. Il y a quoi dedans? Bah là, c'est mes papiers. Chèque. Agenda. Doliprane. Souvent mal à la tête. Mon portefeuille, d'ailleurs, est où? Ah mais il est là mon portefeuille. Voilà. Ça c'est mon petit trio bag Céline. J'en ai rêvé longtemps et pour mon anniversaire, on me l'a offert. Donc je suis super contente. Ok. Et en fait ce qui est drôle c'est que quand même ça se détache. Donc ça fait des pochettes. J'ai bientôt 40 ans. Je vais à un rendez-vous pro. C'est vrai que voilà, je suis plus la petite fille, la petite Alice qui a ses cabas, ses machins. J'ai mon sac Céline en cuir. Ça affirme quelque chose. Voilà, et ça c'est mon sac de ce matin. Je suis allée au parc. Sac à sable. Ça c'est hyper important d'avoir ça dans un sac. Parce que du coup, enfin dans un sac d'enfant. Hein. C'est quoi le message qu'on envoie? Le choix qu'on fait de porter du Céline? Chic, cool, minimaliste, graphiste, et un peu pointu mais pas trop. Enfin, ouais. Chic et cool. Les jeunes créateurs ont compris ce besoin d'afficher qui on est, d'où on vient, ce qu'on fait, ce qu'on aime, enfin notre singularité. Me voilà dans un grand magasin de la rive gauche où sont exposés des kilomètres de jeunes marques pointues, révélées par leur succès sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est un peu une course à la rapidité, à qui trouvera le plus rapidement la nouvelle marque, puis essayer de bloquer aussi une exclusivité, parce que ce qui fera notre différence, c'est que notre cliente pourra trouver un produit qui existe nulle part ailleurs. Donc, il faut ferrer la nouvelle petite marque. Ces marques à fort potentiel de like s'appellent The Volone, Sophia Webster, Anya March, Menzur Gabriel, Delphine Delafont, etc. Coup de bol, ce jour-là, je tombe nez à nez sur Jeanne Signol, la créatrice de la marque française L'Uniforme. Il a un rabat, une poche, un devant, un côté. C'est donc un sac L'Uniforme, simple et pratique. Et puis je suis vernie, Jeanne organise une séance de personnalisation de ces sacs. Le summum de la personnalisation, c'est le sur-mesure. Je change de rive, direction l'atelier boutique de la Conterie. La Conterie, c'est la petite marque de maroquinerie sur mesure qui monte. Edwina, la créatrice, est une autodidacte. Tout commence en 2010. Elle quitte son job de rédac chef, prend du temps pour elle et rêve d'un sac sur mesure. Je considérais que le prix que je payais pour les sacs était tellement dingue, alors que c'était fait en Chine, et que tout le monde l'avait, ça m'énervait, en fait. Moi, en tant que consommatrice. Parce qu'en plus, sur le moment, quand je l'achetais, je pensais vraiment que ça allait être le sac de ma vie. J'étais hyper convaincue. Et en fait, je me rendais compte que le sac de ma vie, pas du tout, j'en avais marre. Au bout de 6 mois, que je voulais autre chose. Donc même moi, j'en avais marre d'être dans ce process-là. Elle en avait tellement marre qu'elle a passé 2 années à chercher, à démarcher, à remuer ciel et terre pour faire réaliser son sac idéal. J'ai adoré tout le processus de recherche de cuir, recherche de bijoux, et ça a commencé comme ça, un peu par hasard. D'un idéal, elle en a fait un métier. Ce que je souhaitais, c'était être le tailleur du sac sur mesure. Ce que je fais a l'air simple, mais en fait, c'est très compliqué. C'est comme un plat d'un cuisinier. C'est-à-dire que oui, ça va être des courgettes, des fleurs de courgettes en beignet, mais le beignet, ça va être fait avec comme si la fleur de courgette, elle va venir de tel endroit, on va le poêler avec tel beurre. Vous vous demandez comment un petit maroquinier tient aujourd'hui face aux géants du marché. En fait, c'est simple, il y a une place à prendre entre les grands groupes de luxe et les H&M. Comme en cuisine, on choisit ses ingrédients pour créer son sac dans les moindres détails. Police ou grainé, 70 possibilités de couleurs, doublure cuir, velours ou toile unie. Les boucles de fermeture, les zips, les poignées, les bandoulières jusqu'à la surpiqûre et au fil de la doublure, la totale quoi. Chaque pièce est ensuite intégralement façonnée à la main par un seul et même artisan. D'ailleurs, pas facile d'être un petit face aux grands qui produisent en série. On est 5 full-time, à plein temps, tous les jours. 5, c'est beaucoup en France, ouais. Il faut que ça tourne. C'est de la slow maroquinerie déjà, parce que la slow food, on en parle dans tous les sens. Et puis je suis équitable en France, en fait. Non mais, je veux dire, après il y en a qui rentrent parce qu'ils me disaient oui c'est cher. Je dis mais attendez, tout est fait ici, et c'est pas juste pour être snob. C'est juste que moi, j'ai envie d'avoir une vie. J'ai pas envie d'aller en Chine toutes les 2 minutes. Ensuite, j'ai envie de savoir avec qui je travaille. J'ai envie de savoir combien ils sont payés.
J'ai envie de travailler dans une espèce d'harmonie normale. Parce que j'aurais pu, hein, là, mes sacs à cordon, je peux le faire en Chine, je peux le faire où je veux. Mais je vais faire des tableaux Excel. Finalement, c'est ça. Tu fais un sac et après, tu fais des tableaux Excel. J'ai pas envie juste de faire des tableaux Excel. Alors après, voilà, c'est une démarche. Hein. Je sais pas, j'ai vraiment envie d'y croire. Je reviendrai une autre fois sur les difficultés des PME en France et les charges sociales. Maintenant, place aux paillettes, aux boosts de couleurs, à l'overdose de bling. Je retrouve Chourouk, créatrice de bijoux fantaisie. Chourouk en arabe, ça veut dire lever du soleil. Vous allez comprendre pourquoi. Chez elle, tout est en strass, elle en colle du sol au plafond. Moi, je vois bien Elisabeth Taylor avoir ça chez elle. Elle va aller à la laverie avec son homo en diamant. C'est normal. Chourouk a commencé par faire des bijoux fantaisie en toc et ensuite elle a lancé sa ligne de sacs pour pouvoir coller des bijoux dessus. Ça, évidemment, des sacs Chourouk en python. Les sacs, j'avais très envie parce que je trouvais pas des sacs avec du bijou dessus. Enfin, c'était souvent des sacs mais avec des marques, toujours des marques, tout le temps des marques. Et ça me saoulait un peu. Donc j'ai fait mes propres sacs. Mais j'aime pas les choses qui sont précieuses parce que quelque chose de précieux, tu y tiens, tu as peur de le perdre. Et quand tu le perds, bah, ta vie est dévastée, tu vois. Donc moi, j'aime bien avoir du toc. Si je le perds, bah, tant pis, j'en rachète un autre et voilà. Que ce soit ses créations ou pas, faut que ça brille. Ça, c'était à ma mère. J'adore. Elle l'a offert ou tu lui as piqué? Moi, je l'ai tapé, ouais. Là, c'est des petites pochettes, des trucs comme ça, tunisiens, que j'aime bien. Alors ça, c'est des sacs de Sarah Sbag. J'adore ce qu'elle fait, cette fille. C'est une Libanaise. Ça, c'est encore un truc tunisien. C'est des coups de cœur et je les porte un temps, après je les laisse. Après, je les reporte. Enfin, je suis pas dans à chercher comme ça, toujours le hit bag. Je m'en fiche un peu. Bon, à l'exception d'un, si on peut appeler ça un hit bag. Bon, le Chanel, évidemment, le classique, hein, vous pouvez pas louper. C'est une étape dans la vie de s'acheter un Chanel. Oui, c'était pour les 30 ans. Moi, j'attends pas qu'on m'offre quelque chose ou tu sais, les anniversaires. Ça, j'ai horreur. Hein. Les anniversaires où, genre, voilà, machine veut tel truc, et voilà la cagnotte. Dès que je vois ça, j'y vais pas. Alors ça, c'est le marché. C'est une vieille dame qui vend ça dans le souk. Ça, c'est une marque qui s'appelle El Hanout. C'est à Carthage et elle fait des paniers sublimes. Tiens, là, il y en a un avec mon nom. Alors, en général, je sors et puis j'ai un sac dans le panier. Eh ben, ça, c'est mon sac de maintenant. Alors, comme tu vois, très bordélique. Il y a des tickets de caisse, il y a des petits machins. Il y a un miroir, il y a des rouges à lèvres. Oups là, merde, tant pis. Un sac transparent, c'est un trick. T'as envie de regarder ce qu'il y a dedans, c'est un truc. J'aime bien. J'aime bien les choses qui te distinguent. C'est important pour moi de... Ah tiens, c'est ça. Ah, je me disais bien, Chourouk est là, j'ai vu son sac sur la chaise. J'aime bien ça. Fini les paillettes, place aux hommes, aux gros bras, à la testostérone. On a tout envie d'entendre les hommes parler de sacs. Je suis dans les coulisses de Vestiaire Collective, le site de vente en ligne de vêtements et d'accessoires d'occasion. Allez, le Père Noël qui arrive. Le marché du sac d'occasion, à ne pas confondre avec le vintage, à la cote en ce moment. Alors, j'ai ramené des petits trésors. En fait, d'un côté, vous avez les acheteuses compulsives qui veulent des sacs de la saison, et de l'autre, vous avez celles qui achètent les sacs quelques mois après leur sortie, en seconde main. Ce sac à main, je crois que c'est le Drew de mémoire, se vend très très bien quand on arrive à l'ouvrir, voilà, sur le site. On peut passer des heures à regarder des sacs quand on aime les belles choses. Mais même en tant que mec, hein, moi j'adore. Michael Kors qui fonctionne très bien. Alors il y a l'Elie Dior aussi qui marche bien. Il est en tweed celui-ci et c'est vrai que voilà, c'est le Elie Dior un peu revisité. Là on a un Prada, ça c'est un Vuitton. J'ai envie de préparer plein de jolis sacs si j'avais eu le temps de m'en occuper. Alors ensuite un petit Saint-Laurent. Cela voudrait dire que les femmes n'achètent plus le sac patrimonial qu'elles transmettront à leurs filles, mais des sacs pour satisfaire une envie du moment.
On a notamment un outil qui permet de déterminer la valeur de revente de votre produit. Donc vous êtes dans une boutique, vous voyez ce produit, ce sac, vous voulez l'acheter, vous regardez sur Vestiaire et vous dites voilà, la valeur de revente c'est ça, donc ça déculpabilise un tout petit peu l'acte. Et notamment, ce qui m'amuse, moi, c'est il y a la valeur de revente, et c'est très bien, mais il y a la vélocité de vente, c'est en combien de temps je vais le vendre. Et quand les hommes parlent de sac, la frivolité devient chiffre, valeur, que des trucs de geek. Moi, je viens de chez Microsoft, en fait, mais ce monde-là m'intéresse énormément parce que la mode, pour moi, c'est comme un ascenseur émotionnel. Vous avez des créatifs, vous avez énormément d'émotions autour des produits, des influenceurs, et derrière, il y a des gens qui s'engagent là-dedans. Moi, j'adore cette mécanique-là, en fait. Elle est super intéressante. Et en fait, elle n'est pas siloisée dans des pays. Annelise, dis-leur qu'ils arrêtent. J'ai trouvé 3 occurrences sur Google pour le mot siloisé, le casse-tête de l'organisation digitale, la communauté eBay et un forum galactique. Bref, le mot restera une énigme. Merci. Il y a un petit sac qui envahit l'air de rien notre quotidien, cet accessoire promotionnel qu'on appelle le tote bag, ou sac en tissu s'est imposé ces dernières années comme un indispensable. Il nous accompagne partout, on y met tout. Ne serait-il pas le véritable lead bag ? Le concept store pour enfants Bonton s'est en partie fait connaître grâce à ce sac tellement prisé des mamans parisiennes. Voilà 15 ans qu'ils emballent leurs emplettes dans un sac étoilé. L'idée a fait des petits, aujourd'hui il est de bon ton d'être porteur d'un message culturel, artistique et même politique. Une librairie d'art se sert du tote pour donner toutes sortes d'informations pratiques, adresses, etc. Mais surtout délivrer des messages à caractère philosophique, voire situationniste. Toi, tu disais quoi, le tote bag Comme un drapeau, c'est-à-dire tu appartiens à quel camp? Est-ce que tu appartiens au camp, on va dire, des capitalistes, de la consommation de masse, de la pollution de masse, etc. Ou est-ce que tu es dans l'artisanat? Est-ce que tu es dans la poésie? L'indépendance. L'autonomie. La liberté. La localité, la proximité, l'accueil, la bienvenue, etc. Voilà. L'un ou l'autre. Voilà. Donc je pense aussi que quand les gens portent ce sac, ils disent « moi je suis de ce côté-là ». C'est ma mère, ça n'a pas grand intérêt. Hop, simplement. En fait, j'attends un Uber qui doit me déposer des sacs. Des sacs de course. Je l'ai laissé chez un copain. Alors, vous voyez... Pénélope est ce qu'on pourrait appeler une totophile. Elle possède une collection de tote bags qui retrace toute la programmation culturelle de la décennie. J'adore acheter des sacs dans les musées, dans les endroits comme ça. Hein. Regarde, ça, c'est mes sacs blancs. Ah, je les lave, on les repasse, c'est tout comme des vêtements. C'était l'expo de Yohji Yamamoto, je crois. L'expo japonaise au BM, j'avais adoré, évidemment, avec les poires. C'est mon dernier cadeau, ça. C'est un grand ami qui m'a offert, c'est le dernier, le tote bag de l'expo de Catalane, de Mauricio Catalane, voilà. Le tote bag, c'est aussi une histoire de famille. Ça, j'adore, ça, regarde. Ça, c'est une marque italienne qui s'appelle Roberto di Camerino. C'était à ma grand-mère. Du tote bag au cabas, il n'y a qu'un pas. Pénélope, c'est avant tout une femme pratique qui aime les sacs pratiques. Celui-là, il est super bien quand il pleut. Tout en plastique. Celui-là, il est pas mal. On peut mettre plein de foutoirs dedans. J'aime bien le sac à la main, comme ça. On peut mettre plein de trucs. Celui-là, c'est vrai qu'on peut pas le porter à l'épaule. Il faut pas qu'il soit trop lourd non plus, mais... ouais, les cabas, pour moi, c'est le top of the top. Ouais, je change pas tous les jours. Disons, je change quand c'est pas dans les couleurs de la journée. Mais aujourd'hui, si j'étais en noir, je prendrais pas celui-là. Comme je suis en bleu marine et en gris, ça va très bien. Hop. C'est pas parce que j'ai un sac siglé, dernier cri de je ne sais quelle maison de luxe que je vais me sentir mieux. C'est ça que je veux vous dire. En fait, chez moi, en tout cas, hein, c'est pas pour moi un gage de quoi que ce soit. Je l'ai dans d'autres choses, probablement, mais pas là-dedans. La preuve, elle range dans un recoin, pas loin de la plomberie, ses sacs siglés. Ça, tenez, ça c'est exprès pour vous. Pourquoi moi? Je sais pas, pour faire plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont rangés dans quoi? Dans les tuyaux, là, en fait? Ouais, ils sont rangés dans les tuyaux. Quand même, un deuxième Chanel, miracle. D'ailleurs, il a plus son fermoir, vous avez vu? C'est rigolo. Oh,
J'ai un vieux Hermès que ma belle-mère m'a offert, mais regarde dans quel état il est. Je pense que je peux même pas... J'ai jamais fait restaurer. Hein. Oh, il est plein de poussière en plus. Bon, celui-là, je sais pas ce qu'il va devenir. Hein. Tous les sacs Hermès ne finissent pas dans la poussière de la tuyauterie. Direction la salle des ventes Christie's. Ici, des femmes fourrées et brochées achètent des sacs Hermès plus chers qu'ils ne valaient neufs. Allez, coup de bambou. 38 000 € pour un sac, vous avez bien entendu. La cote des sacs Hermès d'occasion ne cesse de grimper. Hermès produit au compte-gouttes et les listes d'attente en boutique sont tellement longues que les prix flambent sur le marché d'occasion. Du coup, Christie's s'est spécialisé dans ce genre de vente de sacs prestigieux. Mathieu Rubinger est un expert Hermès comme il y a des experts de Picasso. Je suis là pour identifier les pièces, authentifier les pièces. Je suis là pour vous dire ce qui a vraiment de la valeur sur le marché. 2800 € nous sommes. Que dit-on à 2800 ? Nous essayons vraiment d'avoir les pièces les plus rares, les plus intéressantes. Celui-ci marche très bien, particulièrement en Europe et à Paris. Il s'appelle le So Black. Toutes les pièces métalliques sont noires. Quand il est sorti, le métal noir était fragile. Alors Hermès a arrêté la production sur le champ. Et ce qui est incroyable, c'est que sur le second marché, quand les gens ont découvert ce défaut, ça lui a donné encore plus de valeur. Le Kelly So Black a donc été adjugé à... Adjugé 15 000 au 10, 42. Étant donné ma bourse, je me contente d'admirer la chorégraphie du commissaire-priseur. Enfin, la deuxième pièce exceptionnelle, c'est... Celui-là, c'est le Shadow Birkin, créé par Jean-Paul Gaultier. Quand il est sorti, il n'a eu aucun succès. Maintenant, les gens se damnent pour lui. La valeur de celui-ci est estimée à 10 000 €. Hermès ne communiquant pas ses prix, on ne saura donc jamais combien ce Birkin valait neuf. Les pièces les plus intéressantes sont celles qui se différencient. Les pièces étranges, les pièces décalées, celles qui n'ont pas été reconduites, les anciennes. Voici probablement la pièce la plus excitante de cette vente. Elle devrait battre le record européen. Le fermoir et le cadenas sont en or blanc, sertis de diamants 24 carats. On estime la valeur de cette pièce entre 100 000 et 150 000 €. J'adjuge à 100 000, c'est bienvenu dans la salle. Adjugé 100 000 au 50. Comme quoi, la coquetterie féminine n'est pas seulement frivole, elle constitue un bon placement pour l'avenir. D'ailleurs, aura-t-on besoin de sacs dans le futur? Non, je pense que ce sera juste une petite puce quelque part dans notre main. J'espère que ça n'arrivera pas. Parce que moi, j'adore les sacs. Le futur, c'est demain, mais en attendant, les femmes continueront à clamer « I love my bag ». Voilà, maintenant, vous pouvez sortir avec votre tote bag sans complexe, acheter un sac sur un coup de tête et le revendre illico, même plus cher. Et n'hésitez pas à montrer votre sac à un psy, il en dit long sur vous. Allez, je fais mon sac pour de nouvelles aventures.